Bonjour, je m'appelle Adrien Langlois, j'ai 39 ans. Je suis infirmier au CHU Sainte-Marie de Lyon. Si vous me demandiez à quoi ressemble ma vie, je vous répondrais que c'est comme une garde de nuit sans fin. Épuisante, parfois chaotique, mais toujours guidée par ce besoin de garder l'équilibre pour ceux que j'aime. Je ne suis pas du genre à parler beaucoup de moi, encore moins à raconter ma vie. Mais si vous êtes prêt à écouter, alors je vais vous confier mon histoire. Pas pour qu'on me plaigne, mais parce que je crois qu'elle mérite d'être racontée. C'est une histoire sur moi, sur Maya, sur Zoé, et sur les cicatrices que je porte depuis toujours. Je suis né et j'ai grandi dans un quartier résidentiel de Lyon-Ouest, calme, avec ses maisons de briques rouges, ses platanes centenaires et ses dimanches après-midi parfumés par l'odeur du barbecue qui montait des jardins. Ma famille, c'était le portrait classique de la petite bourgeoisie française des années 80. Des parents conservateurs, catholiques, et une vie bien ordonnée comme un garage bien rangé. Mon père, William Langlois, était banquier, employé à la Société Générale pendant 30 ans, avant de prendre sa retraite. Toujours tiré à 4 épingles, même à la maison, il aimait répéter que la discipline, c'est la colonne vertébrale de la vie. Ma mère, Hélène, était femme au foyer, la reine incontestée de la cuisine et du quartier. Elle faisait les meilleures madeleines du lotissement, organisait des goûters pour les voisines et gardait la maison si propre qu'on aurait pu dîner par terre. J'étais l'aîné de 3 enfants. Mon frère Julien, de 3 ans mon cadet, est aujourd'hui agent d'assurance à Toulouse. Ma sœur Claire, la Benjamine, enseigne à l'école primaire d'Annecy. Enfants, nous étions inséparables. Julien et moi jouions au foot sur le terrain derrière la maison pendant que Claire, trop jeune pour participer, s'improvisait arbitre en hurlant des cartons rouges imaginaires. Mais en grandissant, chacun a pris son chemin. Et les réunions de famille, autrefois bruyantes et joyeuses, sont devenues des obligations polies. Devenir infirmier. Je ne suis pas quelqu'un qui se fait remarquer. Je préfère écouter que parler. Je n'ai jamais rêvé de gloire ou d'argent, seulement d'une vie simple, utile, où je pourrais aider les autres et rentrer le soir auprès de ceux que j'aime. Peut-être est-ce pour ça que j'ai choisi de devenir infirmier. Le métier n'a rien de prestigieux. Les salaires sont modestes, les nuits longues, la fatigue constante. Mais chaque fois que je tiens la main d'un patient ou que je l'aide à affronter sa douleur, j'ai le sentiment d'être à ma place. Ce n'était pourtant pas ce que mon père voulait. Lui rêvait que je reprenne la voie de la finance. Costume, cravate, bureau climatisé, horaire fixe. Mais tout a changé quand ma grand-mère a fait un AVC. J'avais 16 ans. Je suis resté à son chevet à l'hôpital pendant des jours, observant les infirmières. Elle ne se contentait pas de donner des médicaments. Elle parlait, réconfortait, touchait les âmes autant que les corps. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais faire ce métier. Quand j'ai annoncé ma décision, mon père a éclaté de rire. Infirmier ? C'est un métier de femme. Ma mère s'inquiétait plutôt de savoir si je pourrais en vivre correctement. Mais j'étais déterminé. J'ai étudié à l'université Lyon 1, filière soins infirmiers, et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Les premières années au CHU furent simples, presque monotones. Je louais un petit studio près de la Croix-Rousse, venais au travail à vélo, passais mes soirées à lire ou à regarder des matchs de foot. Je n'étais pas fêtard, ni amateur de relations sans lendemain. Mes collègues se moquaient gentiment. « Toi, Adrien, t'as déjà 50 ans dans ta tête ?» Je riais, parce que c'était un peu vrai. Il ne me fallait pas grand-chose pour être heureux. Un café du matin, un service sans incident et quelques heures de sommeil. Tout a basculé à 25 ans, lors d'un gala caritatif organisé par l'hôpital pour récolter des fonds pour les enfants atteints de maladies cardiaques. Je déteste ce genre d'événement mondain, mais ma chef m'avait quasiment forcé à y aller au nom du service. Je me tenais dans un coin, un verre de jus d'orange à la main, prête à disparaître au moindre regard. Et puis je l'ai vue. Maya Élisée, 27 ans, au milieu de la foule. Une robe verte émeraude, des cheveux bouclés tombant sur les épaules, un sourire qui illuminait toute la salle. Elle parlait avec assurance à un groupe de donateurs, mais sans arrogance. Je ne savais pas qui elle était, mais tout le monde semblait la connaître. Je n'avais aucune intention de l'aborder. Ce genre de femme appartenait à un autre monde. Mais le destin, comme toujours,
aime les collisions. Alors que je me servais un verre d'eau, elle s'est retournée brusquement et m'a renversé du vin rouge sur la chemise. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» dit-elle, paniquée, en attrapant des serviettes en papier. J'étais pétrifié, incapable de parler. « Ce n'est rien, vraiment. Cette chemise n'était pas chère de toute façon. » Elle éclata de rire, un rire clair, sincère. « Merci pour votre calme. Je m'appelle Maya. Et vous êtes ?»« Adrien. Adrien Langlois, infirmier ici. »« Infirmier ? Quelle vocation magnifique. Parlez-moi de votre travail. » Et nous avons parlé. Longtemps. De mes gardes de nuit, de ces articles, de jazz, de tomates crues qu'on déteste tous les deux. Maya travaillait pour une ONG humanitaire basée à Paris, chargée de la communication et du mécénat. Intelligente, drôle et d'une empathie désarmante. À la fin de la soirée, j'ai trouvé le courage de lui demander son numéro. Elle a souri, griffonné quelque chose sur une serviette et dit « Appelez-moi l'infirmier. » L'amour. Je l'ai appelé 2 jours plus tard, après des heures d'hésitation. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café sur les quais de Saône. Notre premier rendez-vous a duré 3 heures. Puis, il y en eut un deuxième, un troisième. Je ne sais pas quand je suis tombé amoureux. Peut-être quand elle m'a raconté son enfance à Montpellier, fille d'un professeur et d'une comptable. Ou peut-être quand elle m'a lu un poème qu'elle avait écrit à 18 ans, la voix tremblante d'émotion. Ou encore le soir où elle m'a pris la main en murmurant « Adrien, tu es la personne la plus douce que j'ai jamais rencontrée. » Maya n'était pas seulement une compagne. Elle était mon miroir, mon encre, ma lumière. Nous partagions les mêmes valeurs. La compassion, la justice, la conviction que le monde peut être meilleur si chacun fait sa part. Je savais que je voulais passer ma vie avec elle. 2 ans plus tard, je l'ai demandée en mariage dans un petit parc près du Rhône, sous un vieux chêne. Je n'avais pas les moyens d'un diamant, juste une bague en argent que j'avais économisée sou après sou. Je tremblais tellement que j'ai failli la faire tomber en disant « Maya, tu es la lumière de ma vie, je ne peux pas te promettre le monde, mais je te promets de t'aimer et de te protéger pour toujours. Tu veux m'épouser ?» Elle a pleuré, ri et m'a serré dans ses bras. C'était le plus beau jour de ma vie. Elle a pleuré, puis hoché la tête. Quand elle s'est jetée dans mes bras, j'ai senti tout son corps trembler contre le mien. C'était le moment le plus heureux de ma vie. Mais tout le monde n'a pas partagé cette joie. Quand j'ai annoncé mes fiançailles à mes parents, le silence est tombé dans le salon comme une pierre. Nous étions assis à la table en chêne de mon enfance, celle où ma mère servait le rôti du dimanche. Mon père fronçait les sourcils, ma mère triturait son torchon. « Tu plaisantes, Adrien ? Une femme noire ? Et ta famille ? Et ton avenir ?» J'étais figé. Je savais mes parents conservateurs, mais je n'imaginais pas une réaction aussi brutale. Mon père a ajouté, la voix dure, « Elle a peut-être de bonnes manières, mais elle ne fait pas partie de notre monde. Si tu l'épouses, ne compte pas sur nous. » J'ai essayé d'expliquer, de parler de Maya, de sa douceur, de son intelligence, de tout ce qu'elle m'apportait. Mais rien n'y faisait. Ma mère est allée jusqu'à dire « Elle va salir ton nom. Ce genre d'union ne mène à rien. » Je suis parti ce jour-là, le cœur lourd, avec la sensation d'avoir perdu ma famille. Julien et Claire, mes frères et sœurs, sont restés neutres, du moins au début. Julien m'a dit « Ne dramatise pas, ils finiront par accepter. » Claire, elle, semblait inquiète. « Tu es sûr de toi, Adrien ? Tu sais à quoi tu t'exposes ? » Leur silence, plus tard, m'a fait plus mal que leurs paroles. 2 mois plus tard, Maya et moi, nous sommes mariés dans une petite église de Montpellier, entourés de ses amis, de mes collègues et de sa famille, chaleureuse et accueillante. Aucun membre de ma famille n'était là. Pas même un mot, pas une carte. Mais quand Maya a avancé dans l'allée, vêtue d'une robe ivoire, simple et élégante, j'ai tout oublié. Son sourire effaçait la douleur. En la regardant, j'ai compris que j'avais fait le bon choix. À la sortie, nos amis lançaient des pétales de rose. J'ai senti sur ma peau non pas l'absence de mes parents, mais la présence éclatante de l'amour. Nous avons acheté une petite maison en périphérie de Lyon, avec un jardin que Maya a aussitôt rempli de fleurs. Jasmin, lavande, hortensia. Je continuais mon travail d'infirmier au CHU, tandis qu'elle gravissait les échelons dans sa fondation, jusqu'à devenir directrice de communication.
Nos rêves étaient simples. Voyager, avoir des enfants, vivre tranquillement. 1 an plus tard, Zoé est née. Une petite fille à la peau dorée, aux yeux ronds, à la bouche rieuse. Elle avait mes yeux, le sourire de Maya, et une lumière propre à elle seule. Je n'oublierai jamais le moment où je l'ai tenue pour la première fois. J'avais l'impression que tout mon cœur se serrait dans mes bras. Maya, épuisée mais rayonnante, m'a dit d'une voix douce « Adrien, notre fille fera des merveilles ». Je n'avais pas compris à quel point ces mots étaient prophétiques. Les premières années furent les plus heureuses. Nos matins commençaient par un café et des tartines de confiture maison. Nous rions des petites choses, le café renversé de Maya, mes clés toujours égarées, nos tentatives de cuisiner ensemble. Ces moments, simples et tendres, étaient le bonheur pur. Quand Zoé est arrivée, tout a pris encore plus de sens. Je veillais sur elle comme un gardien sur un trésor. La nuit, je restais éveillé à la regarder dormir, craignant que le rêve s'évapore si je détournais les yeux. « Adrien, tu fais une garde de nuit à la maison maintenant ?» me taquinait Maya. Je riais, mais je ne pouvais m'empêcher de la contempler. C'était une vie parfaite, fragile, mais parfaite. En 2015, Zoé avait 2 ans. Elle commençait à parler, courait partout, passionnée par les petits livres illustrés que Maya lui offrait. La vie était simple, heureuse, bien remplie. J'avais été promu infirmier coordinateur et Maya venait d'être invitée à intervenir à un grand colloque à Paris sur les droits des femmes migrantes. Le soir du 14 novembre, il faisait froid et sec. Maya m'appela vers 21h. « Mon amour, tout s'est bien passé. Les gens étaient adorables. Je rentre dans 1 heure. Embrasse Zoé pour moi. » Je lui ai dit de faire attention sur la route. Mais elle n'est jamais rentrée. À 23h, j'ai commencé à m'inquiéter. À minuit, la peur s'est transformée en panique. J'ai appelé, envoyé des messages, sans réponse. J'ai confié Zoé à une collègue et pris ma voiture pour Paris. Quand je suis arrivé près du centre de conférence, il y avait des gyrophares, des rubans de police, des murmures. J'ai entendu le mot « attaque ». Je me suis précipité vers les agents. « Ma femme, Maya Élisée, où est-elle ? On m'a conduit dans une ruelle. » Elle était là, étendue sur le trottoir, le manteau ouvert, le sang tachant le bitume. Je me suis agenouillé, j'ai pris sa main glacée, j'ai crié son nom. Mais Maya ne bougeait plus. Les ambulanciers faisaient leur possible, mais je savais. Je suis infirmier. Je connais ce regard, celui qu'on a quand on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Maya est morte à 1h02 du matin, dans mes bras, à l'hôpital où j'avais tant de fois sauvé d'autres vies. Cause, hémorragie interne due à plusieurs coups de couteau. J'ai cessé d'entendre. Le monde s'est effondré. Il ne restait que le battement de mon cœur et les paupières closes de la femme que j'aimais. Quelques jours plus tard, la vérité est tombée. Maya avait été attaquée par 3 hommes, simplement à cause de la couleur de sa peau. Un crime raciste. Ils l'avaient insultée, humiliée, avant de la poignarder. Les coupables ont été arrêtés, mais le procès fut une farce. Pas assez de preuves d'intention de tuer, a dit le juge. Ils ont écopé de quelques années de prison. L'un d'eux a même souri en quittant le tribunal. La justice, celle en laquelle j'avais toujours cru, s'est révélée une farce cruelle. Je voulais hurler, tout briser, me venger. Mais je n'avais plus ce luxe. Zoé dormait dans son petit lit, innocente, et moi, je n'avais plus le droit de tomber. Les mois suivants furent les plus sombres de ma vie. 2 semaines après l'enterrement, j'étais déjà de retour au travail. Pas par choix, par nécessité. Il fallait nourrir ma fille. Je travaillais comme un automate. Je soignais, j'écoutais, j'exécutais. Mais à l'intérieur, j'étais mort. Chaque fois que je passais devant la salle d'urgence où Maya avait rendu son dernier souffle, j'avais l'impression d'être transpercé. À la maison, j'essayais d'être un bon père. Mais comment expliquer la mort à une enfant de 2 ans ? Zoé pleurait souvent, appelait sa mère dans son sommeil. Chaque fois qu'elle disait « Maman », mon cœur se fissurait. Je la berçais, je lui chantais des berceuses fausses, je racontais des histoires que j'inventais à la hâte. Parfois, je l'emmenais à l'hôpital pendant mes gardes de nuit. Elle dormait sur un vieux fauteuil, enveloppée dans une couverture. Mes collègues la gardaient, m'apportèrent du café, essayaient de combler le vide. Mais le vide restait.
J'ai écrit à mes parents. Je leur ai dit que Maya était morte, que j'avais besoin d'eux, que leur petite fille existait. Ma mère a répondu par un SMS. « Nous sommes désolés pour Maya, mais tu as fait ton choix. » C'était la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux. Les semaines ont passé, puis les mois. Le temps n'efface rien. Il dépose seulement une couche de poussière sur la douleur. Et parfois, quand on respire trop fort, tout remonte. Je n'étais plus que l'ombre d'un homme. Je faisais semblant. Sourire au travail, plaisanter avec mes collègues, répondre « ça va » par réflexe. Mais en rentrant, le soir, dans la maison vide, je me sentais sombrer. L'hiver 2016 fut particulièrement rude à Lyon. Un froid sec, des trottoirs givrés, une brume qui restait collée aux vitres du salon. Zoé, 3 ans à peine, ne comprenait pas pourquoi maman ne revenait pas. Elle posait la même question, chaque soir, d'une petite voix timide. « Papa, quand est-ce que maman revient du ciel ?» Je mentais. Je disais « Bientôt, ma chérie. » Elle nous regarde d'en haut, et je la berçais jusqu'à ce qu'elle s'endorme, les doigts serrés autour de mon pull. Je n'avais plus la force de ranger les affaires de Maya. Sa tasse de café était toujours sur l'étagère, sa robe suspendue derrière la porte, son parfum encore présent sur l'oreiller. C'était ma façon de la garder vivante. Mais un matin, Zoé est entrée dans la chambre avec cette innocence désarmante et m'a dit « Papa, pourquoi tu gardes les affaires de maman si elle est au ciel ?» Je n'ai rien répondu. Je me suis simplement assis sur le lit, les mains tremblantes, et j'ai commencé à plier lentement, chemise après chemise, en silence. Zoé m'a aidé, sérieuse, concentrée. Nous avons fait des cartons ensemble, en écoutant un vieux disque de jazz que Maya adorait. C'était douloureux, mais nécessaire. Les années suivantes furent un lent apprentissage de la survie. Je travaillais à mi-temps pour pouvoir m'occuper de Zoé. Chaque matin, nous faisions le même rituel. Tartines grillées, chocolat chaud, sac à dos rose, puis le trajet à pied jusqu'à l'école du quartier. Les institutrices l'adoraient, curieuse, polie, d'une maturité étonnante. Un jour, sa maîtresse m'a appelé après la classe. « Monsieur Langlois, je voulais vous dire, votre fille a un don. Elle écrit des histoires magnifiques, à son âge. Je suis resté sans voix. À la maison, Zoé me lisait parfois des phrases griffonnées sur ses cahiers. Le vent parle aux arbres comme maman parlait à papa. Quand je ferme les yeux, je vois la lumière qu'elle a laissée derrière elle. » Je sentais que Maya vivait à travers sa fille. À 6 ans, Zoé écrivait déjà des poèmes. À 7, elle a remporté le concours d'écriture de l'école. Le thème était « La personne que j'admire le plus ». Elle a écrit « J'admire mon papa parce qu'il guérit les gens et parce qu'il m'apprend à ne pas avoir peur. » Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je les ai cachées derrière un sourire maladroit quand elle m'a tendu son petit diplôme, fière comme une reine. Nous vivions modestement, mais heureux. Je gagnais juste assez pour payer le loyer, les courses et quelques livres. Le dimanche, nous faisions des promenades sur les quais du Rhône, mangions des crêpes au Nutella, allions au cinéma. Je n'avais pas besoin de plus. Zoé, elle, grandissait vite. À 8 ans, elle dévorait les romans de Victor Hugo et les contes de Leila Slimani. Parfois, elle me posait des questions étranges. « Papa, pourquoi les gens regardent ma peau comme si j'étais différente ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais lui dire que la France avait changé, que le monde était meilleur, mais je ne pouvais pas mentir. Alors je disais simplement « Parce qu'ils ne te connaissent pas encore, ma chérie. Et quand ils te connaîtront, ils t'aimeront. » Elle hochait la tête, comme si elle comprenait déjà que certaines vérités sont trop lourdes pour les adultes. À 10 ans, Zoé est arrivée un matin avec un cahier bleu et m'a dit « Papa, j'ai écrit un livre. » J'ai éclaté de rire. Un livre ? Tout un livre ? Oui, sur une fille qui apprend à parler au ciel pour envoyer des messages à sa maman. Je l'ai lu d'une traite. 30 pages, pleines de fautes, de maladresses, mais d'une beauté bouleversante. Chaque mot vibrait d'amour et de douleur, comme si Maya murmurait à travers sa plume. Je l'ai imprimé pour elle, avec une couverture bricolée sur mon ordinateur. Quand elle l'a vu, elle a sauté dans mes bras. « C'est mon vrai livre. Merci, papa. » Ce soir-là, je l'ai couché tôt.
Puis je me suis assis à la table du salon. J'ai allumé une lampe et j'ai pleuré longtemps, seul. Pas de tristesse, non, de fierté. D'une fierté immense, pure, presque douloureuse. Un jour, la directrice de son école m'a convoqué. « Monsieur Langlois, nous avons envoyé le texte de Zoé à un concours national. Et elle a gagné. Je n'en croyais pas mes oreilles. Gagné ? Oui, le prix des jeunes plumes de France. Elle va être publiée dans un recueil. » Le jour de la remise des prix, Zoé portait une robe jaune moutarde et tenait son petit manuscrit contre son cœur. Des journalistes prenèrent des photos. Elle souriait timidement, un peu gênée, cherchant mon regard dans la foule. Quand nos yeux se sont croisés, elle a murmuré du bout des lèvres « Pour toi, papa ». Et j'ai su, à cet instant précis, que tout ce que nous avions traversé prenait un sens. Avec la parution de son histoire, Zoé a commencé à être invitée à des salons jeunesse. Les médias adoraient ce récit. La fille d'une femme victime d'un crime raciste, devenue une jeune auteure prometteuse. Mais moi, je détestais cette narration. Je ne voulais pas que la douleur de Maya devienne un slogan. Je voulais que Zoé soit reconnue pour son talent, pas pour notre tragédie. Je la protégeais autant que possible. Pas de réseaux sociaux, pas d'interviews seules, pas d'exposition inutile. Mais à 10 ans, elle avait déjà une conscience aiguë du monde. Elle me disait souvent « Papa, je veux qu'on parle d'elle. Pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'elle était belle, forte, et qu'elle voulait aider les autres. » Ces mots étaient trop grands pour son âge. Elle écrivait la nuit, dans sa chambre, à la lueur d'une petite lampe. Parfois, je la surprenais assise au bureau, concentrée, le visage illuminé. Je restais dans l'embrasure de la porte, sans oser la déranger. C'est vers cette époque que mes parents ont repris contact, après 8 ans de silence. Un appel, un numéro inconnu. La voix de ma mère, hésitante. « Adrien, c'est moi. J'ai vu Zoé à la télévision. Elle est magnifique. » Je n'ai rien répondu d'abord. Puis j'ai dit, calmement, « Il t'a fallu 8 ans pour t'en rendre compte ?» Elle a pleuré. Elle m'a parlé de la vieillesse de mon père, de ses regrets, de leur désir de revoir leur petite fille. Mais je ne savais pas si je pouvais leur faire confiance. J'ai promis d'y réfléchir. Le soir même, j'ai observé Zoé endormie. Je me suis demandé, ai-je le droit de lui priver d'une famille, même blessée ? La réponse est venue d'elle-même, quelques semaines plus tard, quand elle m'a dit « Papa, j'aimerais connaître d'où je viens. » Même si c'est compliqué. Alors j'ai accepté. Nous sommes partis un samedi matin de Lyon pour Tours, où mes parents vivaient désormais. Le trajet jusqu'à Tours s'est déroulé dans un silence pesant. Zoé, 11 ans maintenant, regardait par la fenêtre les champs défiler, ses écouteurs dans les oreilles. Moi, je conduisais, le cœur serré. Cela faisait 8 ans que je n'avais pas franchi la porte de la maison où j'avais grandi. 8 ans depuis le rejet, 8 ans depuis Maya. Quand nous sommes arrivés, la façade m'a paru plus grise, les volets plus ternes. Mais l'odeur du chèvrefeuille dans le jardin était la même. J'ai sonné. C'est ma mère qui a ouvert. Les cheveux plus blancs, les rides plus profondes, mais ce regard toujours perçant. Elle m'a fixé une seconde avant de murmurer « Adrien, mon fils ». Je n'ai pas su quoi répondre. Derrière elle, mon père est apparu, s'appuyant sur une canne. Il avait vieilli lui aussi. Zoé s'est avancée, polie, souriante. « Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis Zoé. » Ma mère a eu un petit sursaut, puis un sourire crispé. « Entre ma chérie, tu es très belle. Tu ressembles à ta mère. » Ces mots, censés être un compliment, sonnaient comme une épine. Mais Zoé, dans sa pureté, n'y a rien vu. Moi, si. J'avais choisi la Pâque pour cette rencontre, un symbole d'espoir et de renaissance. Ma mère avait promis de préparer un grand repas, comme autrefois. Quand nous sommes arrivés à table, il y avait de tout. Gigot d'agneau, gratin dauphinois, œufs colorés. Les couverts brillaient. Mais sous la porcelaine, la tension était palpable. Autour de la table, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, Julien et Claire, venus avec leurs conjoints et enfants. La dernière fois que j'avais vu tout ce monde réuni, c'était à mon mariage. Ce jour-là, ils m'avaient tourné le dos. Je voyais les regards glisser vers Zoé, curieux, parfois gênés. Elle,
tranquille, parlait avec les enfants de Julien, leur montrant comment plier des serviettes en forme de lapin. Je la regardais, fier et anxieux à la fois. Pendant un moment, tout sembla presque normal. Les rires revenaient, le vin coulait. Ma mère complimentait mes plats préférés. Je me disais, peut-être que le temps a fait son œuvre. Puis, sans prévenir, la faille s'est ouverte. C'était pendant la chasse aux œufs dans le jardin. Les enfants couraient entre les massifs, excités, riant à gorge déployée. Zoé, vive comme toujours, trouva le plus gros œuf, doré, caché sous un rosier. Elle le brandit, triomphante. « Regardez, je l'ai trouvé !» Mais à ce moment-là, la petite fille de Claire, Lucie, 8 ans, se mit à pleurer. « C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vu d'abord. » Avant même que j'aie le temps d'intervenir, ma mère arriva, les joues rouges. « Zoé, ma chérie, rends cet œuf à ta cousine. » Zoé, surprise, répondit avec calme. « Mais c'est moi qui l'ai trouvé. On avait dit, celui qui trouve garde. » Le ton de ma mère se durcit. « Zoé, ne discute pas. Sois bien élevée. » Zoé fronça les sourcils, mais resta polie. « Pardon, madame, mais maman disait toujours qu'il faut être juste. » Ce mot-là, maman, a tout déclenché. Ma mère a pâli, puis a levé la main. La gifle a claqué dans l'air comme un coup de tonnerre. Un silence glacial s'est abattu. Les oiseaux eux-mêmes se sont tus. Zoé porta la main à sa joue, les yeux écarquillés. Personne ne bougeait. Julien fixait son assiette. Claire baissait la tête. Mon père restait muet. « Espèce de petite insolente !» cria ma mère. « Tu ne sais donc pas te tenir ? Tu devrais être reconnaissante qu'on t'accueille ici. » Et puis, comme un venin, la phrase tomba. « Petite fille de couleur, tu crois que tout est dû ?» Le monde s'est figé. J'ai senti mon sang bouillir. Je me suis levé d'un bond et pris Zoé dans mes bras. Sa joue portait la marque rouge de la gifle. Mais ce qui me déchirait, c'était son regard. Pas la douleur, non, la déception. « Maman, qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu viens de frapper ta propre petite fille. » Ma mère recula d'un pas. Elle devait apprendre le respect. Le respect ? Tu crois que frapper un enfant, c'est ça le respect ? C'est toi qui devrais apprendre ce que c'est qu'aimer. Je tremblais. Ma voix montait. Zoé est ton sang. Elle est la fille de Maya, celle que vous n'avez jamais voulu connaître. Aujourd'hui, tu lui fais payer votre haine. Ma mère balbutia, sans parvenir à répondre. Mon père tenta un geste vers moi, mais je me suis écarté. Non, papa. Pas cette fois. Pas un mot de plus. Je me suis tourné vers tout le monde. Vous étiez tous là. Vous avez vu. Et vous n'avez rien dit. Personne n'a levé les yeux. Julien fixait le sol. Claire se mordait la lèvre. Alors écoutez bien. Cette famille n'est plus la mienne. J'ai pris la main de Zoé. Viens, ma chérie, on rentre à la maison. Elle a hoché la tête, digne malgré les larmes. Et nous avons quitté la maison sans nous retourner. Sur la route du retour vers Lyon, le silence était lourd, mais pas vide. Zoé regardait le paysage défiler, ses doigts effleurant la vitre. Je la surveillais du coin de l'œil, inquiet. « Tu vas bien, ma puce ?» Elle a hoché la tête. Puis, doucement. « Oui, papa, je n'ai plus besoin d'eux. J'ai toi. Et j'ai maman, dans le ciel. » Je me suis arrêté sur le bord de la route. Je l'ai prise dans mes bras, fort, et j'ai pleuré. Pas de colère, pas de chagrin, de fierté. Ma fille, à 11 ans, venait de m'apprendre le courage. Les jours qui ont suivi furent étranges. La maison semblait plus calme, presque apaisée. Je travaillais, rentrais, cuisinais. Zoé écrivait, lisait, écoutait de la musique. Mais parfois, la nuit, je l'entendais se lever. Je la trouvais dans le salon, écrivant dans son carnet. Un soir, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?»« J'écris un livre, papa, sur ce qu'on a vécu. Mais je veux que ce soit une histoire heureuse, à la fin. » J'ai souri, ému. « Alors écris, mon amour. Raconte le monde comme tu veux qu'il soit. » Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était Julien. Sa voix hésitante, presque cassée. « Adrien, on est désolé. On ne s'attendait pas à ça. » On n'a pas su réagir.
Tu aurais pu dire un mot, Julien, un seul. Je sais, mais on voudrait réparer. Viens à la maison à Toulouse ce week-end. On veut s'excuser auprès de Zoé. Je me suis tu un moment. J'ai pensé à ces mots, à cette maison pleine de fantômes, puis j'ai répondu calmement. Non, Julien, il est trop tôt. Zoé a besoin de temps. Moi aussi, il a insisté. On lit ses livres, tu sais. Elle est incroyable. On voudrait être là pour elle. Sa voix tremblait entre sincérité et curiosité. Je n'étais pas sûr. Était-ce la culpabilité ou l'ombre de l'argent? Zoé commençait à être connue. Ses ventes montaient. Les journaux parlaient d'elle. Je n'ai pas voulu y penser. Non, Julien, pas maintenant. Je vous souhaite le meilleur, mais nous, on avance. Et j'ai raccroché. Une semaine plus tard, le soir du lundi de Pâques, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et je les ai vus. Mes parents, sur le seuil. Ma mère, dans un manteau beige, les yeux brillants de fausse douceur. Mon père, plus fragile, appuyé sur sa canne. Adrien, mon fils. On voulait voir Zoé, lui dire pardon. Je les ai regardés sans un mot. Derrière moi, Zoé, curieuse, s'était approchée. Ma mère s'est précipitée vers elle, l'a serrée contre elle. « Oh, ma petite fille, je suis désolé, je n'aurais jamais dû. » Zoé est restée raide. Pas un geste, pas un mot. Mon père a ajouté d'un ton ému, « On a vu ses livres, on est fiers d'elle. Elle a tellement de talent. » Il a insisté sur talent et livres comme s'il parlait de titres de propriété. J'ai senti la colère revenir. « Vous venez pourquoi exactement? Pour Zoé ou pour ce qu'elle représente ?» Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Adrien, ne sois pas injuste. On veut juste réparer. » Réparer? Vous ne pouvez pas réparer la haine, maman. Vous ne pouvez pas réparer une gifle ni une humiliation. Vous avez eu des années pour aimer. Vous avez choisi la honte. J'ai pointé la porte. « Partez, s'il vous plaît. » Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père, abattu, l'a entraîné dehors. « Tu es bien trop rancunier, Adrien. »« Non, papa. Je suis père. Et je protège ma fille. » La porte s'est refermée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré. Je suis monté dans la chambre de Zoé. Elle lisait, allongée sur le lit, calme comme toujours. Ils sont partis? Oui. C'est bien. J'aime notre maison quand elle est tranquille. Elle a posé son livre, m'a regardé avec son sourire, le même que celui de Maya. Papa, tu crois que maman est fière de nous? J'en suis sûr, ma chérie. Je l'ai serrée contre moi. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai plus ressenti ni colère, ni peur, ni vide. Seulement la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Les semaines qui ont suivi la visite de mes parents furent étrangement calmes. On aurait dit que la maison respirait mieux, libérée d'un vieux fantôme. Les jours recommençaient à s'écouler selon notre rythme. Je partais tôt à l'hôpital, Zoé écrivait ou allait à ses rendez-vous scolaires et médiatiques. La vie reprenait son cours, sans éclat particulier, mais emplie d'une paix fragile et réelle. C'était le printemps 2025. Les cerisiers du parc de la Tête d'Or fleurissaient, et l'air sentait la pluie fraîche. Zoé avait 12 ans désormais. Elle grandissait vite, trop vite peut-être. Elle passait des heures dans le bureau que j'avais transformé pour elle. Un coin lumineux, une table en bois clair, une grande bibliothèque remplie de ses livres préférés et du journal de Maya. Souvent, je la voyais écrire, le visage penché, les lèvres légèrement entr'ouvertes, perdue dans son monde. Je restais dans l'embrasure de la porte, comme un spectateur silencieux de son génie. Parfois, elle levait la tête, me voyait, souriait. « Papa, ne reste pas planté là, viens lire. » Et je m'asseyais à côté d'elle, heureux de n'être que le lecteur de sa lumière. Cette année-là, Zoé préparait un nouveau roman, plus ambitieux encore que les précédents. Le titre, « Les enfants sans peur ». Elle m'avait dit « Je veux que ce livre parle de tous les enfants qui n'osent pas être eux-mêmes. Ceux qu'on juge parce qu'ils sont différents. Ceux qu'on oublie. » Chaque chapitre racontait un enfant d'un coin du monde. Un garçon syrien qui rêvait de devenir musicien à Marseille, une fillette des quartiers nord de Paris qui voulait être astronaute, un garçon de Guadeloupe qui inventait des robots à partir de vieux jouets cassés.
Tous portaient en eux un éclat d'espoir. Le style de Zoé s'était affermi, poétique, clair, incisif. Elle écrivait comme on respire. Quand elle m'a lu la première phrase du manuscrit, j'ai su qu'elle touchait à quelque chose d'universel. On m'a appelé enfant de couleur, mais quand je ris, mes larmes sont transparentes. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Le roman est sorti en septembre 2025. Et très vite, la presse française s'est enflammée. Le Monde, Télérama, France Inter, tous parlaient de la jeune prodige lyonnaise qui réinvente l'espoir. Les librairies ont été prises d'assaut. Des écoles ont organisé des lectures collectives. Et pour la première fois, je voyais la France lire les mots d'une enfant métisse née de l'amour et de la douleur. Un soir, après un passage à la télévision, Zoé est rentrée à la maison, fatiguée mais rayonnante. Elle s'est assise sur le canapé, m'a pris la main. « Papa, tu sais quoi ? Une fille à l'école m'a dit qu'elle écrivait maintenant parce qu'elle m'a lu. Tu crois que c'est ça, changer le monde ?» Je lui ai répondu « Oui, ma chérie. Changer le monde, c'est d'abord toucher un seul cœur. Mais la célébrité a aussi son revers. Sur Internet, les commentaires n'étaient pas toujours tendres. Certains disaient que Zoé n'écrivait pas ses livres, que c'était forcément son père. D'autres critiquaient son visage, sa peau, son histoire. Je voulais la protéger, comme toujours. Un soir, je l'ai trouvée devant l'écran, immobile. Sur la page, un message anonyme. Elle n'est célèbre que parce que sa mère est morte. Je me suis senti glacé, mais Zoé a simplement fermé l'ordinateur. Ce n'est pas grave, papa. Je ne peux pas les empêcher d'être tristes à l'intérieur d'eux-mêmes. Elle avait 12 ans, et déjà la sagesse d'un adulte. Je me suis demandé d'où elle tirait cette force. Puis j'ai compris, de Maya, de cette femme qui, même dans la mort, continuait à enseigner le courage. Un matin, une grande enveloppe blanche est arrivée par la poste. L'expéditeur, Johannesburg, Afrique du Sud. À l'intérieur, une lettre écrite à la main par une classe entière d'enfants. Il remerciait Zoé. « Ton livre nous a fait croire qu'on pouvait rêver, même ici. » Zoé a lu la lettre à voix haute, les larmes aux yeux. Puis elle m'a regardé. « Papa, tu crois que maman verrait ça ? Oui, ma lumière. Elle est là à chaque mot que tu écris. Nous avons encadré la lettre et l'avons accrochée au-dessus de son bureau. Chaque fois que je passais devant, je sentais que le monde reprenait un peu de sens. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait sur les toits de Lyon, j'ai ouvert une vieille boîte. À l'intérieur, il y avait le journal de Maya, celui qu'elle tenait pendant sa grossesse. Je l'ai relu entièrement. À la dernière page, elle avait écrit « Si jamais je ne suis plus là, dis à notre fille qu'elle est la preuve que l'amour peut survivre à tout. » J'ai refermé le carnet, bouleversé. Puis je suis allé frapper à la porte de Zoé. « Tu veux lire quelque chose, papa ?»« Non. Cette fois, c'est moi qui veux te lire. » Je lui ai lu ce passage. Elle a écouté sans rien dire, puis a souri. Elle avait raison. Et j'ai su, à cet instant précis, que la boucle était bouclée. Maya vivait dans chacun de nos gestes. Les années suivantes ont filé vite. Zoé est devenue une figure nationale. Ses livres ont été traduits dans 25 langues. Elle a été invitée à l'UNESCO pour parler d'éducation et de tolérance. Elle n'avait que 13 ans. Je la regardais monter sur scène, un peu gauche dans sa robe blanche, serrant ses fiches entre ses doigts. Quand elle a pris la parole, la salle entière s'est tue. Je ne suis pas ici pour parler de livres, mais de lumière. Ma mère m'a appris qu'on peut être fort sans être dur. Et mon père m'a appris que l'amour est une armure qu'on porte chaque jour. Je ne pouvais pas respirer. C'était Maya qui parlait à travers elle. Toute la salle s'est levée pour applaudir. Malgré tout, je suis resté infirmier. Je ne voulais pas quitter l'hôpital. Les collègues me disaient souvent « Adrien, pourquoi tu continues ? Tu pourrais vivre tranquille maintenant ?» Je répondais « Parce que c'est ici que Maya a vécu. C'est ici que j'ai appris à sauver. Et tant qu'il y aura quelqu'un à soigner, je resterai. » Chaque soir, je rentrais, posais ma blouse sur la chaise et retrouvais Zoé. Elle me racontait sa journée, me lisait un passage, me faisait rire. Nous étions redevenus une famille, minuscule mais invincible. Un soir de printemps, nous avons dîné sur le balcon. Le ciel était rose, les oiseaux chantaient.
Zoé avait les cheveux attachés, le regard tourné vers l'horizon. Papa, tu crois qu'un jour, je tomberai amoureuse comme toi et maman? Je lui ai souri. Je te le souhaite, ma fille. Mais promets-moi une chose. Choisis toujours quelqu'un qui voit la lumière en toi. Pas ta peau, pas ton succès, toi. Elle a acquiescé, sérieuse. Puis, après un silence, elle a ajouté: Et toi, papa, tu crois que tu aimeras encore? Je me suis contenté de regarder le ciel. Les nuages prenaient la forme d'un sourire. Je crois que j'aime déjà assez pour 2 vies. Ce soir-là, comme chaque nuit, nous avons ouvert le carnet de Maya. Zoé a lu à voix haute la dernière phrase, celle qu'on connaissait par cœur. Zoé, tu es ma lumière. Même quand le monde sera sombre, brille. Elle a levé les yeux vers moi. Papa, tu crois qu'on brillera toujours? Oui, tant qu'on s'aimera. Elle a posé sa tête sur mon épaule. La lampe projetait sur le mur nos 2 ombres enlacées, semblables à celles de Maya et moi, autrefois. Et j'ai compris que notre histoire n'était pas une tragédie. C'était une transmission. Une flamme passée d'un cœur à un autre. Je m'appelle Adrien Langlois. Je suis infirmier à Lyon, père d'une fille qui a changé le monde sans même s'en rendre compte. Je ne suis pas un héros. J'ai simplement aimé. Et si j'ai appris une seule chose de cette vie, c'est celle-ci. L'amour ne guérit pas tout, mais il donne la force de se relever. Toujours. Alors, quand je vois Zoé écrire, rire, parler, aimer, je sais que Maya ne nous a jamais quittés. Elle est là, dans la lumière du matin, dans le parfum des lilas, dans chaque mot que notre fille trace sur le papier. Et je me dis, oui, Maya, elle brille. Et grâce à elle, moi aussi.